Je pensais que c'était des mimiques qu'il avait transposées dans... De Mr. Robot. Ouais, moi j'ai pas vu Mr. Robot en fait. Ah, Moi j'ai d'accord. commencé mais j'avoue que j'ai pas tenu, peut-être un jour je le regarderai. Je suis avec Sam, enfin, comme d'habitude, juste Sam ou Sam tout court. No comment. No comment. Je suis donc avec Sam tout court. Peut-être. Peut-être Sam. Enfin, juste Sam, peut-être. Du coup, c'est pas mal ton nouveau style. Est-ce que c'est en rapport avec le film d'aujourd'hui? Peut-être, ouais. C'est un certain Jared Leto. Un certain Jared Leto. Et oui, le film d'aujourd'hui, c'est Une affaire de détail de John Lee Hancock. Un film avec donc Jared Leto, Denzel Washington et Rami Malek. Voilà, que des noms faciles à prononcer. Une sorte de thriller qui suit un shérif adjoint avec un passé un peu trouble et sombre qui va rejoindre en fait un détective du LAPD pour la traque d'un tueur en série. Faut savoir que le film il a été écrit en 93. Ah ouais. Et à la base, c'était Brandon Lee il voulait jouer dans le film, je ne sais pas pour quel rôle, mais Brandon Lee était super intéressé pour le rôle. Malheureusement, il nous a quittés sur le tournage de The Crow. Si vous connaissez pas l'histoire tragique, un des acteurs, le fils de Bruce Lee d'ailleurs, donc c'est vraiment la malédiction des Lee qui meurt sur le tournage. Paix à toi, grand Lee. Grand lit. Voilà. Lit de Il est dans place. le beau drap. Donc le film a été écrit à la base en 93, donc il faut savoir que Seven est sorti en 95. Donc c'est intéressant de savoir parce qu'en fait il y a un grand parallèle vis-à-vis de Seven quand même. On suit quand même un personnage, un grand détective qui a de l'expérience et qui essaie de quitter son travail ou qui a quitté son travail d'après de mauvaises expériences, suivi par un jeune rookie qui vont traquer un tueur en série. Il y a une scène, comment dire, à la fin dans un grand champ. Il y a le jeune rookie qui se retrouve traumatisé, qui se retrouve à tuer le suspect ou le tueur. Donc en fait, on a énormément de parallèles à Seven et c'est une des premières critiques qui est sortie du film, bien sûr. Et peut-être même le sujet du film en fait en soi, donc on reviendra peut-être dessus. Mais la corruption de l'âme ou la corruption de quelqu'un de pur ou de naïf. Exactement. Et en fait, maintenant que tu dis, en fait, il y a tellement de parallélisme, en fait, même avec la femme, avec, il y a juste pas les enfants dedans, mais... Et c'est peut-être un truc qui se passe à Hollywood. Le fameux truc, c'est comme on dit le rapport entre Matrix et Dark City. Même s'il y a des tons différents, mais on retrouve quand même les mêmes gimmicks à quelques années d'intervalle. T'as des trucs qui se ressemblent, et tu dis, il y a un scénario qui est passé de main en main, peut-être entre plusieurs studios. Quelqu'un a passé un petit coup d'œil par-dessus l'épaule. Tiens, hop, je note ça. Nouveau truc, ou c'était pas adapté d'un livre, hein, tu m'avais dit, hein. De ce que je sais, c'est d'un scénario, c'est le premier script, en tout cas la première version, était écrite en 93. D'accord. Par John Lee Hancock, qui a essayé de le faire réaliser par Spielberg, qui a refusé parce qu'il trouvait le film trop sombre. Il a essayé de le faire passer de réal en réal, et au final, il l'a fait en 2020. Ah, c'est lui qui l'a écrit de base. Il l'a écrit de base. Là, on a un scénario écrit par son réalisateur, ce qui devient assez rare aujourd'hui, assez rare pour le noter. Voilà, et du coup, on a énormément de parallèles à Seven. Alors, est-ce que c'est un film exactement... Est-ce que c'est un plagiat de Seven? Est-ce que c'est une reprise? Ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Faudrait savoir s'il a eu le somme. Faudrait chercher un peu sur internet. Est-ce qu'il a eu le somme quand il y a eu... quand Seven est sorti? Seven est sorti, tu vois. Il y a peut-être un scandale là. Là, les petits fouineurs d'internet, là. Ça, les tutoriens. Les tutoriens. Ouais, bah ouais, à voir. Ça peut être intéressant. Ce serait intéressant de voir ça. Toi, tu le sens comme un plagiat ou tu le sens comme un... C'est vrai qu'en fait, plus on en parle, en fait, je me pose des questions maintenant que tu me le dis. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, et maintenant, je commence à voir d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le cœur du sujet est quand même un peu la même chose. C'est juste la façon, l'expérience, par contre, n'est pas du tout la même. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est qu'on a la cinématographie. Complètement. On a deux types de mise en scène. On a deux films quand même différents. Et le traitement même des personnages, les choses sur lesquelles on s'appuie sont différentes aussi. On a quand même quelque chose de très cru chez Fincher. Les corps, on les voit partout. On est dans un truc très anti-puritanisme, comme ça, parce qu'on retrouve le truc toujours, les 7 péchés capitaux, oui. La religion poussée à l'extrême. C'est ça. Une espèce de réponse au puritanisme. Tu vois ce que je veux dire? Où on veut choquer chez Fincher, il y a un peu ce truc-là, un petit peu, il est presque un peu pornographique. Il l'assume, il décrit, dans une interview, il décrivait le spectateur comme une forme de voyeur, en fait. C'était le fait de nourrir le voyeur. Et dans The Little Things, c'est vrai qu'il y a plus une économie de visuel.
et on essaie plus de se concentrer sur l'ambiance, sur les personnages. On est vraiment porté par les 3 personnages en fait, c'est-à-dire les 2 policiers et le suspect joué par Jared Leto. Comment t'as fait l'expérience du film, toi? Pour moi, c'est un film qui relève du film de divertissement, c'est-à-dire c'est un thriller agréable à regarder, mais qui contient des petites notes de profondeur et de style qui font qu'on va retenir ce film plus particulièrement. Je trouve qu'il ne va pas passer uniquement à 100% sous le radar ou qu'il ne va pas passer comme un pur film du dimanche soir qu'on a oublié le lendemain où on l'a vu. Oui, c'est vrai que moi, j'ai pas eu ce truc-là. Le premier rapport que j'ai eu, moi, c'était de voir l'affiche. Je sais pas si toi, c'est la première chose que tu as vue aussi, peut-être. Moi, c'est l'affiche. Non, c'était la bande-annonce. Divisée en 3, là. Et bon, moi, déjà quand j'ai vu, bon, je vois Rami Malek, je fais OK. Je vois Denzel Washington, OK. Mr. Robot, Equalizer. C'est ça, je vois Jared Leto. Je fais d'accord. Surtout qu'il y a toujours un film, je sais pas pourquoi, mais je suis resté bloqué sur le Jared Leto avec le film Morbius qui est supposé sortir. Morbius qu'on attend, hein. Que toujours pas. Ouais, on l'attend, putain, sortez-le, on n'en peut plus, quoi. Non, mais voilà, bon, même intrigué de voir un peu ce qu'ils vont en foutre, surtout que là, ils essaient un peu de le mélanger avec le. Morbius, c'est mon super vilain préféré de Spider-Man. Bah, il est classe, par un spin, tu mets un vampire. Ouais. c'est ça, c'est un peu ça. C'est totalement ça. Hashtag Morbius. Sortez Morbius, s'il vous plaît. Mais bon, bref, pour dire qu'en tout cas, voilà, j'avoue que j'étais plutôt parti du mauvais principe. Quand je vois la Jared Leto dedans, le côté genre, oh, encore un truc de meurtrier, machin. Et c'est toi qui m'as motivé en fait de le voir, concrètement. D'accord. Et donc, je profite du fait que tu parles de Jared Leto pour retirer ses lunettes qui font très mal aux yeux. Surtout que tu as vu tout le film avec ses lunettes. Exactement. Du coup, je ne suis pas du tout impartial, je suis juste aveugle. Oui, je voulais revenir sur les acteurs parce que là, le film est vraiment porté par son casting. Et c'est intéressant parce que entre le scénario et les rôles types des acteurs, on est à la fois dans une forme de, je dirais pas de cliché, mais de modèle de ce que les acteurs sont habitués à prendre. Et en même temps, on est à contre-pied de ça. C'est-à-dire, par exemple, Denzel Washington, qui aujourd'hui est plus connu pour des rôles justement à la Equalizer, c'est-à-dire le tueur implacable, le héros, le personnage qui va être à la fois très froid et calculateur, mais qui en parallèle va avoir une vraie humanité, va se battre pour la veuve et l'orphelin, comme dans Equalizer, où ça va être pour sauver la jeune prostituée des méchants mafieux russes, tout en étant comment dire, extrêmement violent, mais en parallèle en aidant ses amis et ses collègues, tout comme on pouvait le voir même dans Man on Fire de Tony Scott. Ça, il a toujours eu en fait un personnage qui avait genre un système de valeurs Ouais. et qui s'y tenait en fait. C'est ça. C'est vrai. Même quand il joue un trafiquant de drogue dans American Gangster, c'est-à-dire qu'on suit, c'est un personnage, il jouait souvent des personnages qui, que ce soit les protagonistes ou antagonistes ou anti-héros, il a un système de valeurs, il s'y tient, il a quelque chose de presque noble. Et dans ce film-là, ça joue à contre-pied là-dessus, c'est-à-dire que tout au long du film, en fait, ils vont voir le personnage de Baxter qui est joué par Rami Malek, et tout le monde va connaître le personnage justement de Denzel, qui s'appelle Dick, on va le rappeler Dick. Voilà. Et tout le monde va dire justement ne suis pas Dick, ne va pas dans son chemin, tu vas finir comme lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un de vraiment louche, ne te fie pas à lui, ne lui fais pas confiance. Et souvent ça c'est le cliché justement des personnages autour qui vont diaboliser un personnage qui va en vérité être un véritable personnage de valeur et qui va juste prendre les choses à bras le corps et qu'il vaut mieux suivre pour briser les règles. Dans ce film-là, ça va vraiment aller à contre-pied parce que en fait toutes les rumeurs autour du personnage de Dick vont être réelles en fait. Soit t'as vraiment connu plus que moi en tout cas Jared Leto. Moi je l'ai connu à partir de Requiem for a Dream et j'ai connu surtout sa carrière cinématographique, même si j'ai connu un peu son groupe 30 Seconds to Mars que j'avais écouté dans ma tendre adolescence. Voilà. Bon, il faut que vous sachiez un truc. En gros, voilà, moi je suis une fangirl. Enfin, je suis une ancienne fangirl. Shuriken. Bref, donc ça c'était ce que vous avez vu, donc c'était le sigle en gros de ce qu'ils appellent le Mars Army. Donc moi j'ai suivi Sorting to Mars, j'ai découvert dans les années 2008, un truc comme ça, 2007, à l'époque où ils ont fait leur premier concert en France et tout, donc c'était vraiment un truc assez nouveau en tout cas à l'époque, puis bon voilà, d'être là au premier concert, et vraiment à l'époque du tout premier album que très peu de gens connaissent. Bref, et je me suis intéressé à ça par le biais d'un ami, et j'ai suivi le parcours, j'étais là aux 3 premiers concerts, et en fait j'ai pu suivre l'évolution aussi, en gros ce qui a été pour moi la transition, parce que Jared Leto en fait suivait un parcours qui m'intéressait moi quand j'étais plus jeune, ce qui était de devenir acteur et avoir un groupe de musique, ce qui fait rêver tout le monde, hein. Je veux dire, voilà, Jared Leto, c'est un enfoiré, mais voilà. Et bref, donc je me suis intéressé à sa personnalité, mais j'ai pu voir au premier rang ce que pour moi m'a déçu. J'ai été déçu en fait, on va dire par lui, par son parcours, dans le sens où
j'ai senti que tout d'un coup on passait de quelque chose de profond à quelque chose de commercial. En continuant de regarder quand même, tu sais, d'un œil toujours sur les trucs qu'on a aimés, c'est comme une ex ou un truc comme ça, tu regardes un peu, tu vas vite fait, hein, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, hein. Bref, Jared Leto, c'était un peu, il y avait un peu ce rapport-là. Et en fait, de voir il a l'air assez conscient, c'est quelqu'un de très intelligent, et je retiendrai toujours cette phrase de David Fincher, quand il parlait qui a bossé avec lui d'ailleurs aussi, dans Panic Room. Oui, tout à fait. Il disait... Il joue un des antagonistes de Panic Room, ouais. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au parcours aussi cinématographique de Jared Leto, c'est qu'il a commencé par jouer les éphèbes très jeune, au Requiem for a Dream et tout, genre il incarnait le Adam moderne en fait. Le Adam déchu. C'est ça, déchu. C'est le beau jeune aux yeux bleus, comme ça, avec ce regard, où souvent il meurt à la fin. Oui, avec le visage un peu mélangé. C'est ça, avec ses yeux, c'est super profond, il en fait des caisses, il ouvre les yeux toujours, grand tout ça. Et j'ai jamais trouvé qu'il était spécialement bon d'ailleurs dans ces rôles-là, peut-être à part dans Requiem for a Dream, mais j'ai trouvé que souvent dans les autres rôles, dans Lord of War, dans Alexandre le Grand, dans Alexandre, il en faisait des caisses. Moi j'ai trouvé qu'il en faisait des caisses. Et qu'en fait, il jouait ce côté naïf, ce côté pur. Il a eu cette période, je joue un côté pur. Ce côté pur, mais qui tombe dans la décadence en fait, très souvent. C'est-à-dire dans Lords of War, c'est le personnage qui va... Qui côtoie, ouais. Qui côtoie, mais du coup il meurt. Oui. À force de côtoyer, il meurt parce qu'il est pas prêt pour. Et après cette période-là, justement le moment où Fincher a bossé avec lui, il avait dit une chose donc sur lui, il avait dit Jared Leto est tout sauf naïf. Donc ça laisse son interprétation, mais tu dis bon, David Fincher quand même qui est déjà bon, on va dire qu'il il explore quand même pas mal trop les âmes, le côté un peu comme voyeur et tout ça des humains. Totalement. Il dit les humains sont des voyeurs et j'essaie de le faire sortir. Tu dis ok, waouh, le mec me dit ça sur Jared Leto, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Et c'est quand même quelque chose qui crée autour de lui, c'est qu'il a son image, où il joue le côté leader, il joue le côté je me prends pas au sérieux, il joue le côté tout ça, et il y a quelque chose de part beaucoup plus sombre. Je pense c'est un mec qui connaît bien l'occulte aussi, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un pro du storytelling. Ce mec là c'est créer un storytelling en fait autour de qui il est. En fait quand ils adorent jouer le côté rêve américain, c'est avec son frère, oui moi et mon frère on est sortis du fond du Mississippi pour sortir de... Le mec, bon sa mère était une hippie certes, mais son grand-père chez qui il a grandi c'était un militaire haut gradé, machin, donc c'est sûrement une éducation. Je pense que c'est un mec qui était sensible. Tu sentirais un petit parallèle avec Shia LaBeouf, qui a eu aussi un père militaire et qui est aussi commencé en jeune et faible et qui est devenu un personnage cassé. Mais tu sais que c'est quand même un schéma que je retrouve pas mal, hein. Tu sais que chez le chanteur de The Doors aussi, pareil, hein. Son père était aussi un militaire, tu vois, c'est des gens qui ont quand même rameuté des foules, des gens qui ont, tu vois quand même un schéma dedans, tu vois. Donc il y a une certaine forme d'éducation qui peuvent peut-être attendre ça de leur descendance, et du coup c'est pas des gens qui sortent du trou du cul du monde, tu vois ce que je veux dire. C'est comme il aimerait bien le faire croire Jared Leto en tout cas, tu vois. Oui. Bref, mais voilà, donc il y a tout ça autour de Jared Leto, et depuis les dernières années on remarque qu'il joue énormément de rôles, où par contre là c'est l'inverse complète. Là par contre c'est comme s'il y avait pas un balai masque ou un truc, mais il joue le Joker, qui est un peu le summum de ça, donc Morbius qui est encore un vilain, enfin un super vilain, un super vilain, et donc celui-ci bien entendu, et parmi peut-être encore d'autres, mais c'est ceux-là, il a vraiment décidé, ok, je tourne plus vers les sociopathes et les personnages noirs. Ouais. Et du coup, bon... Enfin, les personnages noirs, c'est Denzel qui est le personnage noir de... Bref, et pour finir là-dessus, simplement, il a ce côté gourou, que certains connaissent, il joue avec ça. C'est que les gens disent ouais mais c'est comme une blague qu'on a avec eux, on sait très bien qu'il se prend pas vraiment au sérieux en même temps, donc les gens, c'est comme ça que les gens sont dedans, les gens sont allés sur son île, il a acheté une île avec son groupe où les gens peuvent venir, tu peux payer pour passer genre une semaine je crois avec Sorties Gone to Mars, ça te coûte 7000 balles ou un truc comme ça, enfin bref. C'est donné. C'est donné. Et donc le fait qu'il joue là un mec qui ressemble à Manson, connu pour être un gourou, machin, tu vois, il joue complètement avec ça. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a autour de Jared Leto, et peut-être que c'est pour ça que c'était un bon choix d'avoir mis dedans, et ça pose des questions, peut-être pourquoi lui il a bien accepté de vouloir faire ça, ou pas. Et là-dedans, on a Rami Malek aussi. Et qui lui est... Alors, ouais, c'est marrant parce qu'on a autant les deux extrêmes avec Denzel Washington et Jared Leto, et Rami Malek qui se balade un petit peu au milieu, qui est un bon acteur. Enfin, moi je suis un méga fan de Mr. Robot. Je l'ai trouvé excellent. C'est un personnage qui a vraiment porté la série aussi. Mais c'est intéressant de le voir dans un rôle moins barré. Et qu'il là, il tombe dans quelque chose de plus mondain. Il est pas mercurien, quoi. Freddie Mercurien. Il est pas mercurien dans celui-là, quoi. C'est ça. Même si je trouve, parce que je le connaissais pas assez, je le trouve, il a des mimiques.
Oui, Il a totalement. des mimiques et des fois, je pensais que c'était des mimiques qu'il avait transposées dans... De Mr. Robot. Ouais, moi j'ai pas vu Mr. Robot en fait. Ah, Enfin, j'ai d'accord. commencé, mais j'avoue que j'ai pas tenu. Peut-être un jour je le regarderai. Mais je savais pas faire la différence. Je pensais que c'était des mimiques qu'il avait qu'il avait donné à Freddie Mercury, parce que Freddie Mercury était comme ça, et qu'en fait, qui sont en fait les siennes que je retrouve dans ce film-là. Mais ils sont chacun utilisés pour la mise en scène, pour en fait nous induire en erreur. On est vraiment sur l'apparence, le paraître. Il y a un truc un peu sur le... Peut-être c'est un des sujets, c'est effectivement le premier aspect de penser qu'on est d'une certaine chose et qu'en fait que derrière, il y a d'autres choses. Bah c'est ça, mais comme ce que fait le cinéma, c'est-à-dire le cinéma, le fait de réussir à nous tromper. Mais on a envie d'être trompé en fait. C'est une des bonnes surprises du film, c'est quand on se rend compte qu'on a réussi à être trompé. En fait, Jared Leto, jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est lui vraiment qui a tué, et je pense même peut-être que c'est même pas lui qui a tué. Quand il parle, en fait, moi, ce qui me fait dire ça à ce moment-là, c'est que bah déjà il a emmené en bateau et on voit qu'il a un malin plaisir à faire ça. Je crois que c'est même dit dedans que le mec, au moment où il y avait eu un autre meurtre un peu similaire, lui il était à je sais pas combien de kilomètres. Donc c'était pas impossiblement physiquement qu'il le sache. Par contre, il était bien informé sur le truc. On voit que chez lui, il a plein d'informations partout de tous ces meurtres-là. C'est un voyeur. Crime buff, c'est ça, c'est un voyeur, c'est un fasciné. Et ce qu'il dit au personnage, à Baxter, il lui dit en gros des choses qu'il dit on aurait pu être amis dans une autre vie. Dans une autre Donc vie. ils voient une similitude, mais en quoi ça? Et là, le moment où il lui explique, c'est quand il lui dit en fait vous êtes insignifiant. Il lui dit vous êtes insignifiant, et puis il commence à lui rentrer dans des détails pour l'énerver. Tu dis oh ok c'est gratuit, il l'énerve. Non, c'est qu'il lui dit peut-être quelque chose que l'autre a peur d'être en fait concrètement aussi. Et bien après il le pousse jusqu'à ce qu'il parle de ses petites filles, etc. Vous n'êtes même pas capable de les sauver, etc. Mais finalement Jared Leto c'est peut-être juste ça. Un mec qui travaille dans des boulots comme ça, qui a une vie assez pourrie, qui vit à travers ses bouquins. On voit même qu'il a le bouquin de Helter Skelter, qui était un truc en référence à tout le truc de Manson. Même lui il est grimé de façon... Il a un aspect, c'est complètement Manson. Complètement, donc ils ont joué le truc à donf, ce qui est très intéressant par rapport à son et ça ils ont bien, c'est le choix de Jared Leto par rapport à sa vie médiatique également aussi, tout le culte autour de Sartis Gone to Mars, mais voilà, je pense que c'est fait exprès qu'ils aient joué avec ça, et Jared Leto en plus de se marrer de jouer de ça, et du coup quand il se fait tuer, bon, je savais pas dans quel extrême ils allaient aller, mais le fait qu'il se fasse tuer et que finalement bah, tu dis mais en fait c'était pas lui le meurtrier, on n'aura pas la réponse. Bah en fait c'est ça qui retourne les semblants, mais je m'y attendais un peu en fait, que on voulait tellement te faire croire que c'était lui qu'à la fin je me suis dit au moment où je me dis c'est pas lui, j'ai une chance me dit que c'est pas lui. Du coup pour toi à la fin il y a quand même un pourcentage large qu'il est en fait innocent. Ouais c'est ça. Alors que pour moi à la fin du film j'étais vraiment à 50-50, c'est-à-dire sur le fait qu'il jonglait suffisamment pour laisser le doute planer, même si à la fin on a le coup de la barrette rouge avec Baxter, où il y a une joggeuse qui à un moment disparaît dans le film, et une des seules façons qu'on aurait de prouver que Jared Leto, que Albert est le tueur, c'est si on retrouve dans les petites affaires qu'il collectionne comme des goodies de meurtre, qu'on retrouve la fameuse barrette rouge, et qu'à la fin pour le sauver en fait, Dick va envoyer à Baxter une barrette rouge après avoir fouillé la maison d'Albert, après que le meurtre ait eu lieu, alors qu'en réalité on va voir très rapidement, même si ça on peut s'y attendre, du fait qu'il a acheté une barrette à part. Ce qui est intéressant parce qu'ils l'ont montré, moi je sais que s'ils ne l'avaient pas montré, je me serais quand même demandé, mais ils ont choisi de le montrer, ce qui était assez malin quand même. Je pense que c'est plus intelligent d'avoir fait comme ça, peut-être parce que du coup ça recentre le film sur son sujet. Mais en fait justement, sur la question du pourcentage de chance, même s'il y a pour toi 90% de chances qu'il soit innocent et pour moi 50% de chance, en fait ça ne change rien parce que l'essentiel c'est la question du doute. Pas sûr. Pour moi, parce que justement, pour moi en fait, ce serait pas le sujet du film en fait. Pour moi, c'est pas le sujet du film dans le sens où si c'était le doute, le sujet du film, tu vois, on n'est pas dans Nolan, tu vois, qui te fait la toupie qui tourne, où finalement c'est plus on libère ton imagination à ce moment-là, te dire bon bah qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est vraiment rentré chez lui, est-ce qu'il est pas rentré chez lui dans Inception, ou est-ce que là on a un autre sujet. Mais il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on en parle pour qu'on puisse avoir la conclusion. Si alors que The Little Things n'est pas sur le doute qu'il faut se reposer en fait. C'est-à-dire que c'est un élément qui va faire partie de la mise en scène, mais c'est vrai que c'est pas l'élément central du film. En fait, toute la partie enquête, toute la partie des meurtres, de qui est le meurtrier, ce n'est pas ça le sujet du film en fait. C'est là qu'on se fait tromper en quelque sorte. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. C'est finalement la vraie surprise, par contre, que j'ai eue à ce moment-là, c'est que le vrai sujet du film n'est pas là où on pense. Ouais. C'est là où ça se différencie par rapport... Ça peut se différencier par rapport à Seven. Ça peut, mais il faut qu'on en parle pour qu'on puisse vraiment savoir si c'est vrai. Faudrait aller en profondeur. Ouais. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous ressentez vis-à-vis justement de ces deux films.
et de leur parallèle et de leurs différences. Alors à la fin du film, on a Albert qui emmène Baxter sur le lieu, qui le fait creuser, qui le pousse à bout, qui se retrouve tué par le détective. On a le shérif adjoint, Dick, Denzel, qui se retrouve à aider Baxter à se débarrasser du corps et à tout oublier. On met tout ça de côté, et en parallèle, on a l'arrivée du FBI, il me semble, qui reprend l'affaire en main, du tueur en série, qui est à la base ce qu'on pensait être le sujet du film, et qui donne un profil du tueur en série. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce qu'il lui donne un profil en disant certainement un homme blanc, entre 25 et 40 ans, intelligence moyenne, travaille dans la manutention, fils unique ou premier-né, suit les meurtres dans les médias, au moins une voiture en bonne condition, change de travail facilement, et puis il finit par une chose est sûre, on va attraper ce salaud. À la fois un profil qui correspondait complètement au personnage du suspect, de Albert, qui justement, là c'est encore le débat, était ou pas un suspect, mais il y a un doute, mais c'est vrai que techniquement on n'aura jamais la preuve, et où on retombe à la fois dans ce même gimmick, et où en parallèle on suit Dick. Qui est le seul, en fait, pour moi en tout cas, le seul dans le film où on a un meurtre confirmé qu'il a fait. C'est celui qui a péché dans tout ça, dans ce film-là, et qu'on connaît, c'est lui en fait. Je sais pas si les spectateurs l'ont lu comme ça, parce que je pense que si beaucoup l'avaient lu comme ça, il y aurait eu beaucoup plus de mauvaises réactions vis-à-vis du film. C'est dans une période où on est avec Black Lives Matter, avec tout ça. Tout à fait. C'est le fait que c'est un des rares films qui va, un peu de façon un peu déguisée, mais pas non plus, faire du principal meurtrier, justement l'un des seuls personnages noirs du film en fait. Le personnage principal, qui a généralement l'image du héros ou au moins de l'anti-héros auquel on s'apparente, est en fait le personnage qui mène son collègue au chaos et à la fin. C'est lui qui l'emmène dans toutes ses galères. Et c'est lui qui se retrouve à avoir en fait tué une innocente. De toute façon, comme on disait, si c'est ça la combinaison avec le fait qu'on parle du paraître, du coup ça te dit juste attention. Tu vois, attention, tu vois ce que je veux dire, c'est plus qu'un visage, c'est plus qu'un profil, le meurtrier, le meurtre en fait, ou la part sombre en fait de chacun, c'est en chacun de nous. Peut-être ça peut aller jusqu'à là, peut-être si on se rappelle un peu, c'est en chacun de nous. Et finalement, c'était peut-être ça que Jared Leto, comme dans Seven avec Brad Pitt, ouais. C'est peut-être ça que Jared Leto essaie de prouver à Rami Malek, parce que finalement, il essaye de le corrompre, en fait, à la fin. Finalement, il essaie de poursuivre. Et comme il sait, parce que là, on rentre dans le sujet peut-être du film. Et c'est Denzel Washington. En fait, il a un rôle à la fois héros et anti-héros. C'est lui qui prend sur lui les mots du personnage de Rami Malek. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Oui. Mais du coup, en faisant ça, il le prend sur lui pour que Rami Malek puisse par contre qui peut être dévoré par le regret, la culpabilité, tout ça. Il prend sur lui. C'est ce que je veux dire. Et il lui donne la fameuse barrette dont tu parlais à la fin pour qu'il puisse mettre une fin, pour lui dire c'est bon, j'ai fait la bonne action, j'ai fait le bon truc. Et c'est intéressant parce que lui, c'est personnage évangéliste, machin et tout ça, propre avec sa petite famille, son petit truc. Et il te rappelle aussi du mot que lui envoie Denzel Washington avec ça, no angels. No angels. Il n'y a pas d'ange. Et du coup, il n'y a pas d'innocent. C'est ça, pas d'innocent, donc c'est intéressant. Tu vois que finalement, c'est ça. C'est très nihiliste. C'est ça, et c'est peut-être ça le sujet du film. C'est nihiliste en même temps, c'est juste faire attention à ça. Tu peux être attrapé par les détails, le titre du film, les petites choses, c'est ça qui t'attrape. Ouais. Mais du coup, voilà, on a tous ça en nous. Tu vois, tout ça en nous. Et là, il lui a juste donné une porte de sortie là où lui n'a pas. Il n'en a plus. Et finalement, Denzel Washington, il accepte son cas. Il va dans la montagne, dans son truc tout seul. Il est juste sorti de sa caverne pour ce cas-là, mais finalement, il est parti en ermite. Il vit en dehors de la société. Et tu remarqueras qu'il y a vraiment un sujet avec ça par rapport au fait de la croix. Je sais pas si tu te rappelles, ce plan avec la croix en haut de la colline. Oui. À chaque fois, il la regarde, mais au début, tu comprends pas trop pourquoi, mais il sent le poids de la religion. Et comme il dit, même lui dans ce fameux commissariat, le chef en fait est également évangéliste. Il dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'autre a été promu, etc. C'est parce qu'ils sont peut-être évangélistes comme lui. Tu vois, c'est parce qu'il est à la fois commissaire et prêtre ou un truc comme ça. Et du coup, lui, il a pas le droit à ça. Parce qu'il a péché. Il a fait le truc, il a péché. Il y a plus de rédemption pour lui réelle. Sa rédemption, c'est peut-être le fait de porter un péché de plus. C'est ça. Il faut bien que quelqu'un se mouille en fait. C'est ça. Et le deuxième truc qui me ferait penser à ça, c'est le moment où il lui dit mais pourquoi tu fais ça? C'est quand il vient le chercher t'as Rami Malek qui vient le chercher chez lui et il voit le tableau avec tous les trucs et il dit mais c'est quoi, c'est fou. Je veux dire, il voit les différentes affiches des femmes mortes et Rami Malek il dit je le fais pour elle en parlant de ses filles et lui il dit je le fais pour moi. Et moi c'est marrant, la façon de l'interpréter, je suis en mode comme il y a ce décalage d'âge, j'ai l'impression que même Rami Malek
finalement, il le fait beaucoup. La raison pour laquelle il s'accroche comme ça jusqu'à la fin, c'est peut-être pas uniquement parce que c'est quelqu'un de bien. C'est juste, tu vois, en fait, Denzel Washington montre simplement, avec un œil beaucoup plus mûr, la vérité. C'est que tu fais pas ça pour elle, en fait. Tu fais ça pour toi. Tu fais ça pour toi. Et ça se voit, Rami Malek, il est obsédé tout au long du film, bien plus que Denzel. C'est ça, Denzel l'a été à l'époque. Alors, c'est quoi le sujet du film ? Pour moi, c'est peut-être ça, en fait. C'est tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le paraître, le fait que le mal existe, mais peut-être en chacun de nous. Faut pas se fier uniquement aux apparences. De la loi jusqu'au suspect, jusqu'au personnage. Que la barrière entre le bien et le mal est beaucoup plus fine que ce qu'on pense. Ça, c'est un sujet assez classique, mais ce qui est bien avec ce sujet, c'est que ça a beau être cliché pour certains, mais surtout classique, c'est qu'on peut l'aborder de façon très différente, et on peut prendre un petit script de thriller divertissant comme celui-là pour remettre ça en avant, justement. Je pense que c'est ce qui fait que ce film, pour moi, reste un film assez intéressant, sans être un grand chef-d'œuvre. C'est le fait justement qu'il utilise les artifices du divertissement, mais en rajoutant quand même sa propre patte et son propre message. Je dirais c'est ce qui le sépare du pur film de fascination. Parce que souvent quand on s'attaque au film de thriller avec des tueurs en série, comme Fincher l'aborde dans Seven, ça s'attaque à la fascination morbide du spectateur. Ce film-là, justement, il utilise tous ces artifices pour nous attirer dans le film, et il nous délivre quand même derrière un petit message pour aller un peu plus loin que ça. Et je pense que c'est ça la différence que tu as mis le doigt dessus, c'est que c'est moins voyeuriste. C'est un film beaucoup moins voyeuriste, mais que ce soit même l'esthétique qui est beaucoup plus subtile, à part ce vert là qui est utilisé des fois, mais pour donner un côté peut-être surnaturel, parce qu'en fait Denzel Washington il voit les morts, parce qu'il est rongé par la culpabilité. Ouais. Et en fait, je pense que peut-être les deux films parlent du même chose. Si on part dans un truc un peu plus peut-être symbolique, c'est la corruption de l'âme. Ouais. La corruption de l'âme et comment et la rédemption, la possibilité de rédemption, et comment Denzel Washington essaye de rattraper ça pour Rami Malek. Le point de non-retour. Le point de non-retour. Et c'est vraiment ça, en fait, le but, il me semble, de John Doe dans Seven, et le but, en tout cas, d'Albert, Jared Leto, d'Albert, c'est de corrompre le jeune, en plus évangéliste là dans ce cas-là, dans l'autre qui allait se marier, dans celui-là qui a une famille, une belle petite famille. Ce sont des personnages qui prêchent le désespoir. En fait, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve ce schéma-là, c'est que les trois personnages sont très importants parce qu'en fait ils sont une trinité en fait importante. Tout à fait. C'est que si Jared Leto il est là pour montrer aussi à Rami Malek, tu as cru que tu avais une supériorité morale par rapport aux autres, tu as cru que tu étais meilleur que les autres, je vais te montrer que ton égoïsme peut te pousser jusqu'à au moment où il le tue. Ouais. Tu l'as aussi en fait en toi aussi. C'est pas mal quand même, comme film. Ouais. Finalement. Regardez-le. Voilà. Si vous avez eu le film, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce si vous avez aimé ce type de contenu. À vous abonner si vous en voulez toujours plus. Bref, c'est votre moment. Lâchez-vous, exprimez-vous. Et bonne soirée. Il est temps de s'abonner. Ah, c'est une riche idée.